Bonjour, Corinne Moret-Dalleux. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes notre 6e invitée de la formule Le Long Regard. Vous êtes une militante éco-socialiste. Vous êtes aussi une élue du Conseil régional d'Auvergne-Rhône-Alpes. Vous avez publié l'année dernière un ouvrage dont on a beaucoup entendu parler. Ça s'appelle Plutôt couler en beauté que flotter sans grâce. Réflexion sur l'effondrement, c'est aux éditions Libertalia. Ça faisait longtemps qu'on avait envie de vous inviter pour ce livre notamment. On va passer 1 heure ensemble et c'est Pablo qui commence. Ouais, d'abord on a une première question. Dans votre livre, votre compagnon de route tout au long de vos réflexions, c'est un marin de la seconde moitié du XXe siècle, Bernard Moitessier. Et il écrit « J'avais envie d'aller là où les choses sont simples ». Est-ce que vous aussi, c'est là que vous avez envie d'aller physiquement, littérairement et aussi politiquement ? Alors oui, c'est clair que c'est une tentation assez furieuse et plutôt croissante d'ailleurs. Et que je trouve ça de plus en plus compliqué en fait de venir à Paris, d'ouvrir Twitter, de commenter l'actualité politique dans ce pays. Et que tout ça manque singulièrement effectivement de simplicité, mais aussi d'une forme de dignité qui est aussi un peu un leitmotiv du livre. Et ça génère beaucoup de tensions, et je crois que ces tensions-là, en fait, elles sont à l'œuvre chez beaucoup de militants, beaucoup de personnes engagées, entre ce sentiment tenace qu'on n'a pas le droit de fléchir, qu'on n'a pas le droit d'abandonner, et en même temps l'envie parfois de se retirer un peu loin du chaos et du fracas du monde. C'est la fameuse tentation de l'île de Ré, appliquée à l'ère moderne. Mais du coup, voilà, il y a effectivement ce tiraillement qui est présent et qui, je crois, parle à beaucoup de monde. En tout cas, si on croit aussi les retours de lectrices et de lecteurs que j'ai depuis le mois de juin dernier. Alors on va rentrer dans le fond même, et dans le vif du sujet qui est celui de votre livre. Vous revenez, vous critiquez même évidemment la société de consommation, le règne de l'argent et de la compétition, et vous écrivez qu'il n'existe plus de géographie du refuge à tout cela. Or, l'exil en mer et en montagne, parfois en restant dans la société, mais solitairement, dites-vous. Ça veut dire qu'il n'y a pas de salut par l'émancipation collective ? Il n'y a plus de salut par l'émancipation collective ? Alors je dirais que c'est presque l'inverse, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on considère effectivement qu'il n'y a plus de géographie du refuge ou de l'exil, parce qu'en réalité aujourd'hui l'hégémonie culturelle et la mondialisation font qu'en réalité il reste plus beaucoup de lieux ou de communautés de vie qui soient préservées du néolibéralisme, de cette injonction permanente à la consommation, y compris dans des endroits où de toute évidence les gens n'ont pas la possibilité de consommer à outrance. Et du coup, le fait qu'il y ait plus cette possibilité en fait du repli, à mon avis, renforce au contraire cette ardente nécessité de lutter de manière collective. Parce que, en fait, pour moi, les stratégies de sauvetage individuel, elles sont en réalité vouées à l'échec, parce qu'en fait, on est toujours rattrapé par le monde dans lequel on vit, quand bien même on aurait le cynisme de vouloir totalement s'en dégager et de se laver les mains de ce qui se passe à l'extérieur des petites frontières du bastion qu'on se serait construit. Et donc, à partir du moment où on est toujours rattrapé par ce monde-là, par ce système-là, la seule solution, c'est en réalité de le changer. Alors, de le changer, et pour le changer, vous parlez notamment du rapport à la nature. Vous reprenez une phrase de l'activiste australien John Seed, qui est souvent entendu sur la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, qui dit « Nous ne défendons pas la nature, nous sommes la nature qui se défend ». Mais plus loin, dans le livre, vous notez aussi que le problème de tout ça, c'est la faillibilité humaine. Et est-ce que vous ne trouvez pas qu'il y a un paradoxe en fait entre le fait d'imaginer qu'on est à la fois la nature qui se défend et à la fois de noter que finalement il y a une faillibilité humaine. Du coup, l'homme il est bon ou il est mauvais par essence ? Alors moi je ne sais pas répondre à cette question-là, et c'est vrai que c'est une des difficultés inextricables dans lesquelles on est plongé aujourd'hui à l'heure de ce qu'on appelle l'anthropocène ou le capitalocène, mais de manière plus pertinente. En réalité, si on parle d'anthropocène, c'est que on est à la fois dans une période où commence à s'ouvrir une critique justement de l'anthropocentrisme, et le fait de rappeler que les distinctions entre nature et culture en réalité doivent sans doute aujourd'hui être dépassées, et que finalement l'être humain est un être vivant qui appartient
à la biosphère, aux écosystèmes, et que donc on doit retrouver notre place là-dedans, qui ne soit pas uniquement en domination, mais tout simplement en lien d'interdépendance. Donc il y a à la fois ça d'un côté qui est évidemment très lié à l'étude des phénomènes, notamment climatiques, d'extinction de la biodiversité, qui prouvent de manière aujourd'hui très claire et catégorique que les activités humaines sont à l'origine de ce désastre. Et puis après, il y a toute cette interrogation-là qui est de dire, est-ce que c'est les activités humaines en tant que telles, de manière intrinsèque, ou est-ce que c'est le capitalisme, est-ce que c'est l'ère industrielle, voilà, à quel moment en fait l'être humain commence à devenir néfaste de manière presque par essence, et est-ce qu'il est possible d'envisager justement une véritable harmonie, une véritable interdépendance qui se fasse. Cette question-là, elle est intéressante, elle est complexe, parce que en réalité, de fait, le simple fait de vivre, d'exister, de respirer, de se déplacer, a clairement une empreinte écologique. Donc on peut pas, voilà, on vit pas dans des bulles et on vit pas en apnée. Donc de toute manière, on a un effet sur notre environnement. Par contre, toute la question, et politiquement, moi c'est ça qui m'intéresse, c'est de savoir quels mécanismes collectifs d'organisation de la société peuvent nous amener à alléger cette empreinte de manière à ce qu'elle soit, j'aime pas trop ce mot-là, mais de manière à ce qu'elle soit soutenable en fait. C'est-à-dire de manière à ce que voilà, elle n'empiète pas sur le droit du reste du vivant à vivre sa vie, et puis sur les générations futures, etc., etc. On va revenir justement sur la question d'organisation politique, mais dans le livre, vous vous livrez aussi, autour d'un paragraphe, à une petite critique en règle sur le populisme. Le collectif, le peuple, les citoyens fonctionnent en politique comme autant d'injonctions et de fantasmes de masse homogènes, de même qu'il ne suffit pas de crier le plus fort pour avoir raison, dites-vous, et que répéter une erreur 100 fois ne vaut pas une vérité. La méthode Coué ne suffira pas à faire apparaître de nouveaux bataillons prêts et formés à lutter. Est-ce que ça peut encore se construire, le peuple, la classe, le collectif, ou c'est foutu justement, et il faut trouver d'autres transcendances? Le peuple et la classe, déjà, je pense que c'est pas tout à fait la même chose. C'est-à-dire que je crois aujourd'hui à l'existence de classes sociales et à un combat qui se mène entre ces classes sociales, et singulièrement entre la classe dominante et les classes plus précaires. Ce qui n'est pas forcément le cas pour la notion de peuple. C'est-à-dire, je ne suis pas sûre aujourd'hui qu'on puisse parler de peuple en France, par exemple. Et à mon avis, toute une des difficultés auxquelles on se heurte en matière justement de mobilisation, d'engagement, tous ces gens qui passent, qui font des tribunes à longueur de colonne pour se demander pourquoi les gens réagissent pas plus, etc. Un des aspects, peut-être pas le seul, mais un des aspects, c'est effectivement l'atomisation de la société, qui fait que en fait, le sentiment d'appartenance à une classe, je dis pas l'appartenance à une classe, parce que celle-là, elle est dictée par des conditions matérielles d'existence et des mécanismes d'oppression, mais le sentiment d'appartenance à cette classe, aujourd'hui, il manque de supports, de lieux, d'espaces, d'objets pour se nouer, en fait, et devenir une réalité politique. Et c'est une des difficultés à laquelle on est confronté, c'est qu'il y a des leviers qu'on avait, ou que d'autres ont eu, en tout cas à la fin du 19e siècle ou même au 20e siècle, qu'on n'a plus. Par contre, on a peut-être d'autres leviers qu'on ne voit pas encore de manière aussi distincte, qu'on peut en tout cas essayer de développer avant de les activer. Et je pense que sur la question justement du rapport au climat et à la biodiversité, on doit pouvoir trouver un moyen de cristalliser là un sentiment d'appartenance à une classe sociale qui est la grande perdante aussi de ces questions-là. Alors, il y a un des leviers dont vous parlez dans votre ouvrage et que vous-même, parfois, vous avez actionné pour vous, c'est la notion de réussite.
qui est souvent d'ailleurs entendu comme individuel. Comment est-ce qu'on pourrait utiliser ou comment est-ce qu'on pourrait réconcilier cette notion de réussite souvent entendue comme individuelle avec la notion, moi je dis émancipation collective, mais vous parlez de comment on utilise cette réussite pour par exemple créer de nouveaux moyens d'organisation collective pour être plus en lien, comme vous le disiez tout à l'heure, avec l'environnement, la nature, l'écologie. Alors, moi, peut-être en préalable par rapport à cette question-là, moi, je ne souhaite pas qu'on abandonne complètement la question individuelle et qu'on la noie d'une certaine manière au nom d'un impératif justement collectif. Je pense que, voilà, tout mon engagement, il s'est développé autour de l'engagement collectif et de ces luttes collectives, etc. Mais je trouve qu'on a un peu trop tendance justement en général dans ces luttes-là ou dans ces idéologies-là à laisser de côté l'individu. Et je pense qu'on a besoin d'émancipation collective, mais on a aussi besoin d'épanouissement individuel et qu'il s'agit de ne pas l'oublier. Et c'est une des raisons pour lesquelles justement j'ai pris comme fil conducteur ce personnage de Bernard Moitessier, qui est un peu à rebrousse-poil d'une certaine manière, parce que c'est un individu qui en plus, voilà, l'accroche, c'est une accroche un peu solitaire, puisque donc l'histoire de Bernard Moitessier, c'est qu'en 1969, alors qu'il est en passe de remporter la première course autour du monde en solitaire, sans escale et sans assistance extérieure, il est attendu en vainqueur et il va décider justement de ne pas franchir cette ligne d'arrivée, de ne pas retourner en Europe, parce qu'il a envie d'aller là où les choses sont simples et parce qu'il ne se reconnaît plus dans cette société occidentale très axée sur la marchandise, sur l'argent, sur le pouvoir des médias, etc. Et donc il va changer de cap et renoncer à la victoire et poursuivre sa route jusqu'aux îles du Pacifique où il va s'installer. Mais ce qui est intéressant, c'est aussi la suite de l'histoire, c'est qu'une fois qu'il s'est installé à Papeete, il passe pas son temps à danser avec des colliers de fleurs, quoi. C'est quelqu'un qui va s'engager dans la lutte contre les essais nucléaires dans le Pacifique, contre la bétonisation justement du petit port où il a trouvé refuge dans ces îles, qui va continuer à s'intéresser à la politique française, il va écrire à tous les maires de France pour les inciter à planter des arbres fruitiers dans leur commune, avec une visée à la fois environnementale et sociale. Donc on n'est pas là sur le cas de quelqu'un qui, par pur désir individuel, va aller vivre reclus dans les îles d'amour et d'eau fraîche. Et je trouve, moi c'est ça qui m'intéresse aussi dans le personnage de Moitessier, ou en tout cas dans la parabole, dans le symbole que j'utilise autour de lui, c'est comment est-ce qu'on arrive à concilier à la fois cet engagement collectif et en même temps le fait de ne pas se sentir uniquement faisant partie d'un collectif qui peut parfois générer aussi des sentiments de troupeau, quoi. C'est pour ça aussi, à un moment donné, je parle du maverick, qui est ni un paria, ni un reclus, mais qui est juste, du nom des chevaux sauvages au départ, juste un cheval qui va suivre le groupe, mais à distance, parce qu'il refuse l'autorité en fait du chef de troupe, quoi. Et je trouve que cette notion-là, elle est intéressante et qu'il y a sans doute, en tout cas, des leçons à en tirer en matière de militantisme. Alors pour vous, justement, louer un mode de vie sobre que les pauvres sont obligés de subir, lorsque cela est affirmé sans conscience, ça relève de la faute de classe, voire de l'indécence, dites-vous. Du coup, vous nous proposez une solution, et je vous cite, « Pour que la pauvreté subie se transforme en frugalité choisie, il y a besoin de choix individuels, mais aussi d'organisation collective. » Ça passe par quoi ? Là, en l'occurrence, je fais référence notamment à la question des services publics, à la question des mécanismes de solidarité nationale, qui peuvent d'ailleurs aussi s'organiser parfois au niveau local en complément de ce qui existe au niveau national. Mais voilà, c'est-à-dire qu'en fait, c'est le refus justement de l'idéologie libérale qui consiste à dire que quand on veut, on peut, et que si chacun s'occupe de son propre destin, au final, tout le monde va s'en sortir, quoi. C'est tout simplement ne pas faire fi des rapports de domination qui existent dans la société, et du fait qu'en réalité, non, nous ne sommes pas tous, on ne part pas tous du même endroit, on n'a pas tous le même quotidien, le même vécu et les mêmes possibilités au départ.
Et que donc ces mécanismes collectifs, ils sont là pour justement corriger, enfin ils sont censés être là en tout cas pour corriger ces inégalités et se faire garant justement de solidarité nationale. Donc c'était un peu ça l'idée. Et puis du coup il y a cette idée aussi, parce que j'ai un peu zappé la question sur la réussite en tant que telle, mais dans cette idée comment peut-on faire justement pour que chacun ait la possibilité de choisir, justement de réussir ou pas, parce que la figure de Bernard Moitessier, je la raccroche beaucoup à la notion de refus de parvenir, qui est une notion qui a été pas mal étudiée, mais principalement dans les milieux libertaires, et que j'avais envie aussi d'élargir à cette occasion. C'est pour ça que je parle d'indécence à en parler sans conscience de classe, parce que c'est vrai que ça pourrait être très choquant de parler de refus de parvenir, comme ça peut être choquant de parler de décroissance ou de simplicité volontaire ou de frugalité choisie, à une époque où voilà, la plupart des gens pour lesquels on lutte précisément n'ont pas ces choix-là en fait, et sont de fait dans une frugalité contrainte et dans une précarité subie. Et du coup, ça m'a évidemment beaucoup accompagnée dans l'écriture, quoi, de savoir voilà, à quel moment en fait je deviens une écrivaine bourgeoise et déconnectée des réalités qui se complaît et se fait croire à un truc un peu philosophique et complètement hors sol. Et du coup, c'est la raison pour laquelle voilà, j'essaye vraiment de relier ça justement à la question du mouvement social, des grandes conquêtes sociales et de l'impératif justement de les maintenir. Parce que effectivement, si on veut que les plus pauvres aient la possibilité à un moment donné de dire non à des choses qui leur sont entre guillemets offertes, encore faut-il qu'il y ait la possibilité du choix. Et pour moi, ça c'est vraiment le rôle du politique, au sens très large du terme, c'est d'offrir la possibilité de ce choix, justement à l'ensemble des individus. Et ça, aujourd'hui, ça ne peut passer que par des mécanismes collectifs. Alors, il y a le refus de parvenir comme concept important. Il y en a un autre, c'est celui de dignité du présent, que vous définissez comme suit. C'est ce qui nous reste de plus sûr face à l'improbabilité de victoires futures de plus en plus hypothétiques au fur et à mesure que notre civilisation sombre. C'est donc une sorte de suc qui nous permettrait de continuer à nous battre alors même qu'on va perdre, parce que vous le dites, notre civilisation sombre. Du coup, je me demande si c'est pas en fait hyper pessimiste comme vision du monde et surtout comme idée du moteur d'un combat. Alors, ça peut être perçu comme ça. En tout cas, moi, je le perçois pas comme ça, et c'est pas comme ça que je l'aborde. C'est que ça fait, je sais pas, peut-être 1 an et demi que je suis de plus en plus confrontée, à la fois moi-même à titre personnel et puis aussi beaucoup dans voilà, les personnes que je rencontre à l'occasion de mes activités militantes, à un sentiment de plus en plus halluciné en fait de dévissage généralisé de la société sur à peu près tous les domaines en fait, qu'on parle du domaine du champ des inégalités sociales, de l'indécence du comportement et du mode de vie justement des ultra riches ou d'une certaine classe politico-économique, on va dire, que ce soit dans le domaine démocratique, social, environnemental. Enfin, je veux dire, il n'y a pas une semaine qui passe sans qu'on ait de nouvelles données, de nouveaux chiffres, de nouveaux faits qui sortent, qui font la démonstration factuelle que non seulement on n'est pas en train de redresser la barre, mais que les choses continuent à s'aggraver, et ce, malgré toutes les alertes, malgré les faits scientifiques, etc. Et singulièrement sur la question du climat et de la biodiversité. Mais on pourrait prendre d'autres exemples, hein, parce que si on regarde ce qui se passe aujourd'hui du côté de la finance à l'échelle planétaire, c'est guère mieux. C'est-à-dire que concrètement, tout ce qui avait été promis la main sur le cœur après la crise de 2008, en réalité, rien n'a été mis en œuvre, et on se retrouve aujourd'hui exactement dans la même situation. Donc voilà, à tous les niveaux, en fait, concrètement, à tous les niveaux, ça merde, pour dire les choses clairement, quoi. Et donc, face à ça, on peut soit choisir de ne pas désespérer Billancourt et de continuer à se dire qu'à la fin on va gagner et que du coup voilà
on continue à faire notre acte, à porter les discours qu'on a rodés, à porter un programme, etc. Ce qui est une possibilité. Soit on se dit, bon ok, là, voilà, on est face à une situation en réalité qui est une situation qui est inédite parce qu'elle fait appel à des réalités géophysiques, à des réalités matérielles sur le plan du climat et de la biodiversité. C'est pas un contrat humain comme le serait l'économie ou la démocratie. Là, c'est des choses qui, du coup, échappent à nos politiques, au stade où on en est arrivé là. On l'aurait pris avant, on aurait peut-être eu encore des marges de contrôle, mais là, plus on attend, plus les marges de contrôle s'amenuisent. Et donc, pour moi, c'est pas être pessimiste que de dire ça, c'est une forme de lucidité. Mais la difficulté à laquelle on est confronté, c'est que cette lucidité, elle s'accompagne pour beaucoup de personnes justement d'un espèce de sentiment de défaite, quoi. C'est-à-dire, moi j'ai vraiment l'impression qu'on est passé de 10 ans de déni, où quand on parlait d'écologie anticapitaliste, les gens nous regardaient comme si on tombait de Mars, à tout d'un coup un truc où tout est foutu, quoi. Et entre les deux, toute la phase justement de l'engagement politique, de l'engagement collectif, c'est comme si elle avait été zappée. Et on a beaucoup de personnes qui arrivent aujourd'hui dans le champ politique, en tout cas de l'engagement, qui découvrent en gros la collapsologie avant d'avoir découvert l'écologie politique. Et qui du coup arrivent là blindés d'émotions, de peur, d'angoisse, de stress, de tout ce qu'on veut, mais qui n'ont pas en fait les munitions politiques, qui n'ont pas la colonne vertébrale idéologique qui leur permet de justement transformer ces émotions en organisation, en combat collectif. Et du coup, le fait de faire appel à la dignité du présent, c'est aussi une manière pour moi de dire, et notamment à ces nouveaux venus, qu'on peut être à la fois lucide sur un constat qui est assez accablant, on peut arrêter de se mentir sur les victoires qu'on va obtenir, c'est-à-dire que par exemple, voilà, moi j'entends encore parler dans certains milieux écolos de rester sous la barre des 1,5 degrés de réchauffement moyen à la surface de la planète. Voilà, je pense qu'il faut arrêter de dire ça. En fait, c'est mentir aux gens. On va les passer, les 1,5 degrés. Aujourd'hui, je veux dire, même les scientifiques le disent, et même ceux qui essayent de ménager un peu les esprits. Donc, on peut se dire ça sans pour autant se dire, du coup, ça veut dire que tout est foutu, on arrête, quoi. Et ne serait-ce que justement pour cette dignité du présent. C'est-à-dire que c'est pas parce que les victoires futures sont effectivement de plus en plus hypothétiques qu'il n'y a pas encore des combats à mener. D'abord parce qu'il y a toujours un dixième de degré à aller sauver, le combat il ne s'arrête pas à plus 1,5 degré, parce qu'il y a toujours des inégalités sociales qui, à mon sens, vont être renforcées justement par le réchauffement climatique, etc. Mais aussi pour la dignité du présent. C'est-à-dire qu'en réalité, quand on regarde le moteur de l'engagement à titre individuel, il y a plein de gens qui s'engagent, et surtout dans notre famille politique, ils ne s'engagent pas parce qu'ils pensent qu'à la fin, ça va être jackpot, quoi. Enfin, ou alors, ils sont un peu... il faut qu'ils revoient leur manuel d'histoire, quoi, contemporaine. C'est pas pour ça qu'on s'engage. Quand on se présente à une campagne électorale, c'est pas juste parce qu'on est certain d'être élu à la fin. Il y a plein d'autres ressorts, et notamment ce ressort de dire nous on reste debout jusqu'à la fin. Et il y a un truc que personne ne pourra nous enlever, c'est justement cette dignité qui est liée au combat en lui-même, et pas uniquement à ce qu'il permet d'obtenir. Évidemment, c'est mieux d'avoir des victoires à la fin, mais c'est pas le seul moteur. Justement, sur cette notion de lucidité, la question de la rhétorique, du choix des mots, la sémantique est aussi importante, et le sous-titre de votre livre, c'est « Réflexion sur l'effondrement ». Vous n'utilisez pas le terme catastrophe, qui est un terme qui a été aussi beaucoup utilisé, la catastrophe climatique, la catastrophe qui vient. Pourquoi cette distinction sémantique, elle est importante aussi dans l'engagement politique et dans ce que vous portez dans l'écologie politique, justement ?
Alors, moi, je suis pas une experte non plus de ce registre-là. Donc, ce que je dis, c'est ce que je vais vous dire, c'est plus. Mais parce que justement, ça rejoint ce que vous disiez. Justement, la catastrophe, ça y est, c'est déjà terminé, c'est fini, c'est foutu, ça sert plus à rien de s'engager. Et la question de l'effondrement est peut-être différente. C'est pas vraiment ça. En tout cas, dans mon cas, mon sens commun à moi sur ces mots-là, ce serait plus de dire que moi, j'ai le sentiment, que la catastrophe, en fait, on vit avec, il y a plein de gens qui vivent avec. Voilà, moi, je m'intéresse beaucoup à ce qui se passe en Syrie, par exemple. Vous êtes allé au Rojava? Voilà, je suis allée au Rojava à 2 reprises. Et puis bon, même, je veux dire, peu importe, mais en tout cas, voilà, des catastrophes. Il y en a en masse chez nous. Je veux dire, juste pour venir ici, des catastrophes humaines, j'en ai croisé plein dans le métro et dans les rues de Paris, quoi. Et du coup, j'ai l'impression que là, en tout cas, moi, mon propos, il n'est pas tant de parler des catastrophes ou de la catastrophe, mais bien de l'effondrement, c'est-à-dire au sens vraiment qui pour moi est très différent d'un effondrement civilisationnel à l'échelle planétaire et dans un laps de temps réduit. Ce qui pour moi est très différent de toutes les catastrophes en fait. C'est ça, dans votre définition, c'est l'accumulation de ces catastrophes, qu'elles soient sociales, écologiques, environnementales. Tout ça fait que ça aboutit vers un effondrement. C'est un effondrement de quoi? C'est un effondrement civilisationnel, vous venez de le dire, c'est un effondrement des sociétés, de manière plus générale? Moi, je ne fais pas partie des prophètes. C'est-à-dire que, voilà, moi, honnêtement, aujourd'hui, et pourtant, je me documente beaucoup sur la question, j'ai aucune espèce de certitude sur la manière dont les choses peuvent se passer, et encore moins, évidemment, sur une projection dans le temps. Par contre, plus je consulte de rapports et plus j'en discute, etc., plus il me semble que la probabilité qu'on assiste à une chaîne d'événements qui finissent par mettre un vrai coup d'arrêt au système mondialisé tel qu'on le connaît aujourd'hui, cette probabilité est de plus en plus élevée. Et sa criticité, c'est-à-dire, voilà, dans une vie précédente, j'étais consultante auprès des entreprises du CAC 40, je faisais de la conduite de projet et on faisait de l'analyse de risque et on ne regardait pas uniquement la probabilité que des risques arrivent, mais aussi leur criticité. C'est-à-dire que quand un événement, un risque, même si sa probabilité est très faible, mais que sa criticité est très forte, c'est une lanterne rouge, normalement, en matière d'analyse de risque. Et là, c'est un peu le même principe, c'est-à-dire qu'à la fois, la probabilité augmente. Je ne sais pas dire si elle est à 10% ou à 90%, mais en tout cas, la criticité, elle est tellement énorme qu'on ne peut pas aujourd'hui ne pas étudier la possibilité, effectivement, d'un effondrement brutal du système tel qu'on le connaît. Après, une fois qu'on a dit ça, là-dedans, il y a plein de choses différentes. C'est-à-dire que voilà, on est quand même très nombreux à se dire que franchement, si c'est parler de l'effondrement des GAFAM, du système bancaire privé, etc., ma foi, on saura faire sans, quoi. Sauf que la difficulté, c'est qu'il n'y a pas que cet effondrement-là, dont on sait par ailleurs, en tout cas, les exemples qu'on a eus jusqu'ici, les catastrophes précédentes, justement, ont prouvé jusqu'ici que c'était quand même toujours les mêmes qui épongeaient ces catastrophes. Quand on regarde ce qui s'est passé en Argentine, par exemple, c'est les petits épargnants qui ont été quand même les premiers à douiller. Donc, il faudrait voir dans quelles conditions ça peut être amorti pour que ça ne donne pas lieu à de nouvelles catastrophes sociales. Et puis l'autre chose, c'est que quand on parle d'extinction de la biodiversité, par exemple, on parle là d'un effondrement qui a des conséquences qui sont dramatiques de bout en bout. C'est-à-dire que là-dedans, il n'y a pas un truc à sauver, et irréversible. Ou en tout cas, irréversible à l'échelle de l'histoire de l'humanité sur la planète, quoi. Mais juste pour revenir à l'effondrement, on va dire, du système capitaliste, vous avez parlé des GAFA, etc., vous n'avez pas précisément l'impression du contraire? En fait, vous écrivez, il suffirait qu'une maille craque pour que tout s'effondre. En d'autres termes, c'est ce que vous venez de dire. Mais est-ce que vous n'avez pas précisément l'impression que le capitalisme ou le néolibéralisme, ou je ne sais pas quel nom on peut lui donner, en fait, a tellement de pare-feu, est tellement capable d'intégrer tous les coups qu'on lui donne, et tous les chocs et toutes les catastrophes, qu'il arrivera toujours à tenir sur ses deux pieds?
Honnêtement, d'un jour sur l'autre, j'oscille sur cette question. C'est-à-dire qu'il y a des jours où je vois passer voilà, les travaux, par exemple, de Razmik Kecheyan sur les cat bonds, là, les obligations catastrophes, qui est quand même pour moi l'acmé de la capacité du capitalisme à rebondir, parce que c'est des obligations financières qui consistent à parier sur les prochaines catastrophes climatiques qui vont arriver et à se faire de l'argent en pariant sur l'intensité, le nombre de victimes et de dégâts financiers du prochain ouragan, par exemple. Et donc ces jours-là, je me dis, mais en fait, on n'en sortira jamais. Et le système a une telle capacité, en fait, à tout récupérer qu'un des scénarios possibles, et moi qui suis très adepte des films dystopiques des années 50, 60, 70, on voit dans beaucoup de ces films qu'on peut aussi aller vers une société à deux vitesses, encore plus accentuée par rapport à ce qu'on connaît aujourd'hui. Quand on regarde Soleil Vert ou même plus récemment Snowpiercer, etc., on voit bien qu'on peut aussi très bien continuer comme ça très longtemps, où les modalités d'adaptation du système capitaliste vont être justement de resserrer encore sur une espèce de petite tête d'épingle oligarchique la capacité à avoir accès à un certain nombre de ressources qui ne seront plus accessibles au plus grand nombre, quoi. Donc c'est un scénario possible. Et puis il y a d'autres jours où je vois la fragilité. Enfin, c'est-à-dire qu'il y a quand même des jours où le système apparaît aussi comme un colosse au pied d'argile. C'est-à-dire que tout ça se tient tellement. Tout ça est tellement aujourd'hui entremêlé en termes d'intérêts croisés, d'intérêts financiers. Et tout ça repose tellement sur du vide. Enfin, on le dit beaucoup sur la question de la spéculation financière. Mais le fait qu'aujourd'hui, les flux financiers ne correspondent plus à de la production matérielle, à de l'économie réelle, est une source de vulnérabilité en réalité hyper importante. La dépendance au tout numérique. Aujourd'hui, pour moi, il y a un facteur de vulnérabilité du système hyper important. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, concrètement, en France, une coupure, une panne généralisée d'électricité, qu'elle soit provoquée consciemment ou accidentelle, quelles qu'en soient les raisons, paralyse tout le pays. Il faut aller dans les centres de distribution, par exemple, d'EDF ou de la SNCF, etc. Aujourd'hui, même les stations de pompage, ce qui fait qu'on a de l'eau potable, ça fonctionne à l'électricité. Il n'y a plus d'électricité, il n'y a plus rien. Et donc, il y a plein de facteurs de vulnérabilité comme ça qui, parfois, rendent même presque étonnant en fait, que le système continue encore à fonctionner, quoi. Et donc, voilà, j'oscille entre cette capacité à rebondir, qui semble parfois infinie, on a l'impression comme ça de ricochets qui n'en finissent jamais, et en même temps, en réalité, un système qui est en réalité très vulnérable aussi. Alors justement, pour répondre à tout ça, vous avez genre une espèce de solution. Enfin, en tout cas, vous avez un projet, c'est l'écosocialisme, l'alliance du rouge et du vert. Alors, on prend le meilleur du socialisme, on prend le meilleur de l'écologie, on mélange et ça fait l'écosocialisme, c'est ça? Bon, en gros, ouais, c'est un peu ça. Après, on pourrait rajouter d'autres traditions et d'autres familles politiques. Mais oui, l'idée de départ, c'est un peu ça. L'idée de départ, c'est effectivement d'essayer de trouver un projet politique qui soit la synthèse de ce qui s'est fait de mieux jusqu'ici en matière de gauche, d'écologie, de progressisme, etc. À la fois pour apporter une réponse systémique à un problème qui est lui-même systémique, donc sous la forme d'un projet politique et pas uniquement d'un programme. Et moi je tiens beaucoup à cette distinction entre projet et programme parce que en fait un programme ne suffit pas. Un programme c'est quelque chose qui a besoin d'être actualisé, qui va bouger dans le temps en fonction des aspects législatifs, de ce qui se passe, de l'accélération des événements, etc. Un projet, c'est ce qui fournit le cap, c'est ce qui fournit l'horizon, et normalement, ça doit être un invariant, ça doit être une boussole. Et je crois que c'est très important d'avoir un projet politique. Et donc, pour moi, l'écosocialisme, qui en gros postule que, effectivement,
l'écologie est incompatible avec le capitalisme, qu'elle est incompatible avec les politiques libérales, etc. C'est ce cap. C'est le cap de l'autogestion, c'est le cap d'une autre forme de démocratie, d'organisation de la société, d'un autre rapport justement, comme on le disait tout à l'heure, au vivant, à notre place dans les écosystèmes. C'est une autre vision de la répartition des richesses. Enfin voilà, on retrouve en gros un peu tous les grands marqueurs, on va dire, de la gauche. Réactualisé au prisme justement de ce défi climatique enfin notamment climatique et de biodiversité. Et du coup voilà, pour moi l'écosocialisme c'est ce projet-là, c'est cet invariant. Ça suffit pas, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a posé ça, on n'a pas dit comment on y arrivait, par quelles étapes ça passait, avec quelle stratégie de conquête du pouvoir, quel rapport de force, quelles alliances, etc. Mais n'empêche qu'on s'est quand même muni d'un truc qui est quand même la base pour moi, qui est de savoir vers où on veut aller, quoi. D'avoir cette boussole. Et c'est quand même aussi ce qui permet d'éviter de s'égarer, justement, au gré de l'actualité, au gré des gouvernements successifs, des textes de loi, de l'avancée ou du recul des mouvements sociaux. Voilà, ça c'est le point qui ne bouge pas, quoi. C'est notre étoile du Nord à nous, quoi. On a bien compris, le projet, c'est l'écosocialisme. Il y a une autre notion qui revient régulièrement aussi dans votre livre, c'est la question de l'écologie radicale. Du coup, l'écologie radicale, c'est le moyen pour arriver à l'écosocialisme. Et puis j'ai une autre question qui a davantage à voir, mais qui est aussi liée à l'écologie radicale, qui est une question qui est liée à la question de démocratie. Compte tenu de l'urgence climatique, de l'urgence environnementale, est-ce que les décisions politiques, elles doivent s'imposer d'autorité? On l'a vu dans les manifestations, dans les marches pour le climat, notamment, on pouvait lire des pancartes, le 49.3 pour le climat. Écologie et démocratie, ça marche ensemble? Alors sur l'écologie radicale, pour moi ce serait plutôt une certaine... Enfin, c'est difficile de mettre des catégories et des étiquettes, mais ce serait plutôt une méthode. C'est-à-dire, voilà, bon, désolé, c'est vraiment tarte à la crème, j'ai l'impression que maintenant tout le monde répète la même chose, mais c'est l'écologie radicale au sens d'aller à la racine des causes. C'est-à-dire que voilà, on a tellement souffert d'une certaine forme d'écologie qui se contente de rester à la surface des choses, en fait, en essayant voilà, de réparer, de raccommoder les dégâts justement causés par le système notamment de production, sans s'attaquer justement à ce système de production, c'est-à-dire qu'ils vont se contenter en fait de s'intéresser aux conséquences, de s'attaquer aux conséquences sans s'attaquer aux causes, pour faire court. Et donc ça pour moi c'est un peu, voilà, c'est la méthode, quoi. C'est le refus de s'en tenir à on va aller réparer les dégâts, quoi. Moi j'en ai marre en fait de réparer les dégâts. Ce qui m'intéresse c'est comment on fait pour qu'il n'y ait plus de dégâts, quoi. Et donc pour ça il faut effectivement remonter aux racines de ces causes et s'attaquer directement à ça. Et s'attaquer directement à ça, si on suit le fil de cette méthode, il n'y a pas 36 manières de le faire en fait. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on ne peut pas éviter, si on suit cette logique-là, la confrontation avec les grandes entreprises les plus polluantes, avec les responsables politiques et les systèmes politiques qui à la fois ménagent une place à ces lobbies dans la prise de décision institutionnelle et qui en même temps dévoient complètement le rôle du politique qui devrait être justement d'anticiper, de planifier et de penser le long terme. Donc voilà, pour moi, je ne vois pas comment on évite en fait cette confrontation-là. Comme je le dis souvent, voilà, je reviens sur ce qu'on disait tout à l'heure sur l'anthropocène et la responsabilité de l'être humain. Admettons qu'on soit tous responsables, en tout cas on n'est pas tous coupables de la même manière, parce qu'on n'a pas tous d'abord la même connaissance des faits, et pas depuis aussi longtemps, quand on voit que Exxon, dès 1982, avait en main des études avec des graphiques qui projetaient exactement l'évolution des températures jusqu'à 2019 au dixième de degré près, et que ce rapport-là, il a fini dans un tiroir d'Exxon, qui a ensuite passé les 2 décennies suivantes à financer des groupes de propagande qui disaient exactement l'inverse
de ce qu'ils avaient dans leur tiroir, voilà, la culpabilité, elle n'est pas partout la même. Et puis, on n'a évidemment pas tous les mêmes leviers. Donc voilà, donc ça c'est pour cette logique de l'écologie radicale et la question de la confrontation et du clivage. Et sur la démocratie, justement, sur le 49.3 contre le climat qu'on a vu. Ouais. Bah, honnêtement, moi je regrette un peu que je trouve qu'on a encore du mal en fait à avoir ce débat-là sans s'auto-censurer. C'est-à-dire que en fait, voilà, les anathèmes sont sortis tellement rapidement vis-à-vis de gens comme Aurélien Barraud ou d'autres qui se sont immédiatement retrouvés catalogués dans le rang des écofascistes, des Khmers verts. Enfin, ce qui par ailleurs, voilà, nous on a quand même Laurent Wauquiez à la tête de la région, donc on subit régulièrement les accusations de Khmer vert ou d'ayatollah vert, ce qui quand même, voilà, si on pense juste un tout petit peu au sens des mots qu'on utilise, et quand même devrait pour le coup être passible de diffamation. Mais passons. Et du coup, voilà, ces anathèmes-là sont sortis très rapidement. Je pense qu'il y a beaucoup aussi de militants qui portent ça, qui sont quand même pas mal critiqués, justement, sur le côté catastrophiste, etc., qui n'ont pas forcément envie de s'en rajouter une couche en se retrouvant en plus traités d'écofascistes. Et du coup, je trouve que voilà, le débat, il n'est pas parti sur de très bonnes bases. Et pourtant, c'est un vrai débat. C'est un vrai débat qui est intéressant. Parce que effectivement, je veux dire, aujourd'hui, il y a plein de choses qui sont interdites au nom de la vie en société. Il y a des limitations de vitesse, on n'a pas le droit, on n'a plus le droit de fumer nulle part. Voilà, je veux dire, il y a quand même un certain nombre de choses. Et là, on est en train de voir la planète se transformer en étuve. On est en train de compter les morts démultipliés par les épisodes de canicule, les ouragans. On voit des pans entiers de l'agriculture qui sont en train d'être sacrifiés par les épisodes de sécheresse à répétition. On voit des espèces s'éteindre et on ne pourrait pas interdire des choses. Alors après, évidemment, tout dépend de ce qu'on interdit. S'il s'agit, une fois de plus, d'aller interdire aux plus précaires des zones rurales de prendre leur diesel pour aller chercher du boulot à Pôle emploi qui a été délocalisé à 20 bornes de chez eux, c'est sûr que ça risque de pas passer, mais évidemment. Mais par contre, moi, j'ai aucun problème aujourd'hui à dire que les industries les plus polluantes, comme celle du luxe, par exemple, qui n'ont aucune utilité sociale, les panneaux de publicité vidéo dans le métro et dans les gares, tous ces trucs-là, moi, ça me poserait vraiment aujourd'hui aucun souci de les interdire. Oui. Et je me sentirais tout à fait dans mon rôle de défense de l'intérêt général en le faisant. Oui, mais la question en fait c'est qui prend la décision. Est-ce qu'on considère que c'est une décision qui doit être prise démocratiquement par l'ensemble d'une population locale, par l'ensemble d'une population nationale, par l'ensemble du monde? On pourrait faire un référendum mondial pour savoir s'il faudrait interdire les pesticides. Ou est-ce qu'on peut aussi considérer que ce sont par exemple des consortiums de scientifiques qui décident, on interdit les pesticides parce que nous on a décidé que c'était dangereux? Dans le cas des scientifiques, ce n'est pas une décision. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a quand même énormément d'objets, si on prend l'aspect purement matériel des choses, sur lesquels on a déjà tout ce qu'il faut. Je veux dire, tout ça est largement documenté. Et ce n'est pas des décisions des scientifiques. C'est-à-dire qu'il y a des faits, il y a des études en matière de consommation d'énergie, en matière d'impact écologique, etc. On connaît le caractère néfaste de tout un tas de substances, de produits, de production, etc. Mais qu'on n'est pas pour autant obligé d'interdire. Vous parlez de la cigarette tout à l'heure. On sait très bien que la cigarette est un produit qui est éminemment néfaste pour l'homme. Pour autant, on continue, démocratiquement en tout cas, on pourrait imaginer on a décidé de continuer à pouvoir la vendre et à la consommer. Oui, la grosse différence pour moi par rapport à ça, c'est que là, on parle de choses qu'on n'a pas individuellement le choix de refuser ou d'accepter. Moi, la cigarette, je peux choisir de fumer ou de ne pas fumer.
Je peux choisir de commencer, je peux choisir d'arrêter, bon, je passe les phénomènes d'addiction, etc. Mais enfin, en tout cas, ça relève quand même d'un choix individuel. Personne ne m'oblige, je ne suis pas obligée de fumer pour avoir accès à certains droits ou des choses comme ça. Ce pas des choses qui me sont imposées. Et c'est d'ailleurs précisément l'objet de l'interdiction dans l'espace public, c'est de ne pas imposer sa fumée à l'autre. Ben, dans le cas des écrans de publicité vidéo, moi, j'ai pas le choix, en fait, de pas les subir. Et ce que ça vient ponctionner en termes d'énergie, c'est autant d'énergie qui ne va pas ailleurs et sur d'autres utilités et d'autres usages qui, eux, pour le coup, sont des usages fondamentaux, enfin, voilà, de se chauffer, de faire cuire des pâtes, de prendre une douche. Il y a un besoin fondamental d'énergie. Et donc, pour moi, la question, c'est dans ces termes-là qu'elle devrait se poser. Si on devait faire un référendum, ce serait de dire, voilà, la quantité d'énergie que la France peut consommer pour rester dans ses objectifs de neutralité carbone, comment est-ce que vous souhaitez que cette énergie-là, elle soit utilisée, en revenant à la question de l'usage. Et là, moi, je mets mon billet qu'il n'y a pas grand monde qui va dire dans ces conditions-là, ah bah si on continuait d'avoir des écrans vidéo de pub dans le métro, parce que quand même c'est vraiment trop sympa, quoi. Non. Et donc c'est par ce biais-là, enfin là on vient de passer le jour du dérèglement. Je ne sais pas si vous avez vu passer ça, il y avait le jour du dépassement, maintenant il y a le jour du dérèglement. C'est-à-dire que voilà, début mars, la France a émis autant de gaz à effet de serre que ce qu'elle est censée émettre en une année pour respecter ses propres objectifs inscrits dans la loi en matière de neutralité carbone à horizon 2050. C'est quand même un truc de fou. En 2 mois, on a émis ce qu'on devrait émettre en 12. Donc partons de cette, voilà, de ça, de voilà, la quantité d'émissions de gaz à effet de serre à laquelle on a droit, et comment ça se répartit. Et choisissons comment ça se répartit. Et là, moi, je pense qu'on serait surpris et qu'on serait très loin d'avoir le sentiment d'être sous un régime écofasciste. Juste pour revenir un tout petit peu sur la question des scientifiques, est-ce que vous considérez qu'ils s'engagent assez ? Justement, est-ce que vous voyez des scientifiques militants? Est-ce que vous êtes d'accord avec ce concept de scientifiques militants? Est-ce que vous les voyez assez s'engager pour les causes, par exemple pour la cause climatique, mais pas uniquement les pesticides, etc. Surtout quelle devrait être leur place, c'est-à-dire que Pablo posait la question tout à l'heure de qui doit décider, mais quelle doit être la place justement des scientifiques aujourd'hui? Bah pour moi, les scientifiques, en tant que scientifiques, je trouve qu'ils ont largement fait leur part, quoi. Enfin, franchement, on ne manque pas de données, d'études, de rapports passés, prospectifs. Enfin, voilà, sur la partie scientifique, je trouve que le travail est fait, est largement fait. Et la question, pour moi, qui se pose, c'est plus comment on oblige les politiques et les médias à s'emparer de ces faits scientifiques et à les porter à la connaissance de tout le monde et à donner justement la possibilité à chacun de s'en emparer et d'y réagir. Donc ça, c'est la première chose. Après, ce que font les scientifiques sur leur temps libre, moi j'ai de leçons à donner à personne là-dessus, quoi. C'est-à-dire que pour moi c'est autre chose. C'est un engagement militant qui est un engagement individuel de citoyen, etc. Et du coup, je suis d'autant plus surprise et tout à fait respectueuse du fait qu'aujourd'hui, des scientifiques s'engagent en tant que scientifiques et donc sortent de leur simple rôle, effectivement, d'établir des faits et des outils d'aide à la décision et s'engagent, et de manière de plus en plus forte. Enfin, honnêtement, là, l'arc qui a été franchi en l'espace de 2 ans, justement sur l'implication des scientifiques, il est énorme. Les dernières tribunes qui sont sorties, la tonalité de ces tribunes, qui sont quand même de plus en plus politiques et de plus en plus anticapitalistes, clairement pour dire les choses, ou le fait qu'on ait maintenant des membres du GIEC qui viennent témoigner dans des procès faits à des désobéissants pour le climat, notamment dans le cadre des décrocheurs de portraits présidentiels, par exemple,
C'est des choses sur lesquelles on n'aurait pas parié il y a quelques années et qui, pour moi, relèvent effectivement d'une forme de militantisme scientifique qui est évidemment le bienvenu, parce que là, de toute manière, on en est à un point où tous les renforts sont les bienvenus et on a vraiment besoin de tout le monde. Et évidemment, ça a du poids quand c'est un scientifique et quand c'est un membre du GIEC. C'est pas la même chose que quand c'est voilà, un militant écolo qui le dit, quoi. Est-ce que vous n'avez pas peur que cette implication des scientifiques renforce l'idée selon laquelle la politique, c'est finalement qu'une affaire d'experts? Non, je crois pas. En tout cas, j'ai pas ce sentiment-là. Je trouve qu'au contraire, ça montre que la politique, c'est pas juste une affaire de militants. Et ça, je trouve que c'est vraiment un message qu'on a besoin de faire passer. Alors, dans un autre livre que vous avez publié, enfin, auquel vous avez participé, qui a été publié aux éditions du Seuil avec Reporter, le site Reporter, vous dites que ce n'est pas au niveau des pouvoirs traditionnels et institutionnels que les choses vont pouvoir se faire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est les citoyens qui doivent se mobiliser, c'est eux qu'il faut responsabiliser en priorité? En fait, ce que je veux dire par là, c'est que pour avoir passé 10 ans justement dans l'organisation politique, militante, traditionnelle, au parti de gauche, mais aussi au niveau de l'institution, en étant conseillère régionale, je suis arrivée à titre personnel à un sentiment à un moment donné de décalage et de hiatus en fait entre ce que permet l'institution ou la stratégie de conquête du pouvoir par l'institution, par les urnes, par les élections, et la rapidité à laquelle les choses sont en train de dévisser sur un plan notamment de climat et de biodiversité. Et donc là, il y avait un hiatus trop important, avec du coup un processus de conquête du pouvoir institutionnel qui est un processus qui est lent, qui est biaisé par le fait qu'on respecte des règles du jeu qu'on n'a pas choisies nous, et avec un doute pour moi de plus en plus important sur le fait qu'ils nous laissent réellement gagner. C'est-à-dire que il suffit de regarder comment se passent les élections aux États-Unis et même de plus en plus en France pour bien voir que voilà, on est une fourmi face à un bulldozer là-dedans, quoi. Donc je crois de moins en moins à cette voie-là, et je crois surtout de moins en moins à cette voie-là pour que les choses bougent de manière suffisamment forte et suffisamment rapide. Je pense qu'on n'est pas dans les mêmes espaces-temps. Donc ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas qu'il y ait encore des gens qui se présentent aux élections municipales, etc., etc. Et je décourage personne de le faire, mais en tout cas ça ne suffit pas. Et donc je pense qu'effectivement on a besoin de rentrer dans des modes d'action qui se rapprochent davantage de la propagande par le fait et de l'action directe, au sens d'actions qui ne sont pas là uniquement pour s'adresser à quelqu'un et poser des revendications vis-à-vis d'une institution ou d'un préfet ou d'un président ou d'un maire, mais qui, par leur simple réalisation, ont déjà un impact. Ça peut être, je vais prendre volontairement des choses très disparates pour mettre tout le monde à l'aise, mais ça va de planter un arbre qui est en soi déjà un apport à la beauté du paysage, mais aussi un refuge de biodiversité, un outil de stockage carbone, pourquoi pas un moyen de subsistance alimentaire aussi si c'est un arbre fruitier, etc. Jusqu'au blocage de chantiers de bétonisation de terres agricoles, par exemple, parce que tant que le chantier il est bloqué, la terre agricole elle n'est pas bétonnée, quoi. Et que du coup, voilà, c'est pas uniquement de poser une revendication, mais c'est un moment aussi de voir comment on peut s'organiser pour concrètement faire advenir les choses. Alors là, j'essaye de donner des exemples variés, parce que mon propos n'est pas de dire qu'il faudrait disqualifier les actions qui ne sont pas justement dans une intensité extrêmement importante, dans une confrontation importante. C'est pas ça le propos.
Ça peut passer par plein de choses. Enfin, je veux dire, quand on voit aujourd'hui la manière dont s'organisent les réseaux d'accueil de migrants, par exemple, ou des cantines populaires, ou les caisses de solidarité pour les grèves, ou les réseaux de solidarité avec les détenus. Enfin, je veux dire, en réalité, il y a déjà plein de réseaux qui existent, notamment dans les milieux anarchistes et libertaires, mais pas seulement, dans les réseaux syndicaux, etc., où, de fait, il y a des actions qui se montent, sont des actions qui ont une utilité immédiate et qui ne sont pas là pour poser une demande, mais pour la réaliser, cette demande. Et donc je pense que ce serait sans doute très fécond aujourd'hui de voir comment ça peut s'étendre à d'autres pans de la société et comment est-ce qu'on peut petit à petit reprendre collectivement, localement ou de manière plus large, des pans entiers en fait de moyens de s'organiser qui ont été petit à petit délégués justement aux institutions et à l'État. Et je pense qu'il y a des choses qui peuvent relever de l'État, mais je pense qu'il y a aussi plein de choses en fait qui n'ont rien à faire là et qui pourraient tout à fait s'organiser par d'autres biais. Malgré des résistances réactionnaires, on voit que quand même il y a un progrès dans la prise de conscience écologique globalement, généralement, à la fois à l'échelle mondiale, même à l'échelle de la France par exemple. Pour autant, le contexte politique, on l'a vu aux européennes notamment, et c'est encore plus vrai à l'échelle européenne, voire à l'échelle mondiale, est quand même très propice au populisme d'extrême droite. Vous notez un paradoxe entre cette montée des populismes d'extrême droite et la prise de conscience écologiste. Est-ce que c'est vraiment un paradoxe? Comment vous l'expliquez? Tout est un peu questionnable en réalité là-dedans. C'est-à-dire que déjà la montée de la prise de conscience, elle est... c'est vrai qu'il y a une montée de la prise de conscience, mais en fait, elle est loin de résoudre la question. C'est-à-dire que cette prise de conscience, elle est encore en réalité très déconnectée justement des causes du problème. C'est-à-dire qu'en réalité, qui aujourd'hui fait le lien entre ces conditions précaires d'existence qui font que on va aller acheter un t-shirt à 2 € chez H&M ou je sais pas quoi, qui fait le lien avec les conditions de travail dans les sweatshops d'Asie du Sud-Est, et qui fait le lien avec la pollution engendrée par le transport de marchandises à bas coût. Enfin, je veux dire, tout ça est d'une complexité en termes de maillons de la chaîne, et c'est jamais expliqué en fait. Enfin, c'est-à-dire que quand on regarde la manière dont est traitée la question climatique, par exemple, aujourd'hui dans les grands médias, dans les médias grand public, on va dire, ça continue à être traité comme de la météo. Enfin, je veux dire, il y a encore des journaux qui se réjouissent qu'il fasse 20 degrés au mois de février, quoi, en disant c'est trop chouette, on peut prendre des coups en terrasse, quoi. Alors c'est vrai que c'est trop chouette, on peut prendre des coups en terrasse, mais juste, comment est-ce qu'on peut écrire ça dans un journal, quoi? C'est pas ça le message à faire passer quand même aujourd'hui. Donc du coup, voilà, moi je trouve que cette conscience-là, elle est très relative et surtout... Il y a aussi, c'est triste, on peut plus aller au ski, si je puis me permettre. Oui, tout à fait. Tout à fait. Et ce qui est vraiment triste par ailleurs pour l'emploi en station, mais ça c'est un autre sujet, on pourrait faire toute une émission là-dessus. Mais en tout cas, voilà, du coup les liens ne sont pas faits, et puis ça ne change pas les grandes tendances. Enfin, je suis tombée là il n'y a pas longtemps, voilà. Je veux dire, dans les 10 dernières années, la consommation au niveau planétaire, les 10 dernières années, donc ça correspond quand même justement à la montée de cette prise de conscience. En 10 ans, la consommation de charbon à l'échelle de la planète a augmenté de 23%, la déforestation a augmenté de 50%, le trafic aérien a augmenté de 64%. Et quand là on regarde les perspectives d'évolution du secteur aérien, etc., à l'exception évidemment des impacts du coronavirus pour l'instant, la tendance elle est à une croissance exponentielle de tout ce qu'il ne faut pas faire. Donc cette prise de conscience, elle est, voilà, c'est sympa, hein, c'est chouette, hein, mais en fait, tant que ça reste juste au niveau de la prise de conscience, c'est plus anxiogène que quelque chose qui vient solutionner quoi que ce soit. Donc voilà. Après, sur le populisme d'extrême droite, moi, j'en sais rien. Enfin, je suis pas sociologue, je sais pas quel lien on peut faire. Ce qui est certain, c'est que ça nous arrange pas, quoi. C'est-à-dire qu'en réalité, ce sur quoi
ce sur quoi ont toujours fonctionné les mouvements d'extrême droite, c'est précisément ce qui va être de plus en plus critique dans les années qui viennent, à la fois en termes de mouvements de population et de mouvements forcés de déplacement de population, ce qu'on appelle les migrants climatiques, et on n'a encore rien vu là-dessus. Et puis sur effectivement la peur et l'instrumentalisation de cette peur pour rejeter l'autre, mais aussi pour faire passer des mesures de sécurité. Et ça, malheureusement, on a déjà commencé à le voir, y compris en France, avec toutes les mesures d'état d'urgence qu'ont suivi les attentats terroristes. Et je pense que c'est pareil, là, dans les mois qui viennent et les années qui viennent, on va continuer à voir passer beaucoup de choses. Un coup, ce sera en raison d'une épidémie, un coup, ce sera en raison de catastrophes naturelles. Et là, pour le coup, est le vrai risque d'écofascisme, je pense. J'ai une dernière question, Corinne Morel-Darleux, plus politique cette fois. On a le projet avec vous, l'écosocialisme, on a la méthode, l'écologie radicale, mais on est quand même encore dans le jeu de la Ve République. On sait que tout ça passe aussi par le jeu institutionnel. Vous avez critiqué un peu l'institution, mais tout en disant que c'était aussi un recours quasi inévitable. Et c'est vrai qu'une partie de l'espace politique qui se revendique de l'écosocialisme a aussi en tête l'élection présidentielle. Et François Ruffin, il a plaidé pour un candidat unique de la gauche et des écologistes pour 2022. Vous y êtes aussi favorable, vous y croyez? C'est quoi le mode d'emploi, Corinne Morel-Darleux? Alors, je vais répondre à la question, mais quand même juste sur la question du rôle de l'État et de comment on s'en passe. En réalité, moi, c'est une des choses qui m'a fait m'intéresser à ce qui se passe au Rojava, au nord-est de la Syrie, c'est de voir justement comment un territoire qui est quand même de 5 à 6 millions d'habitants s'auto-organise sans État sur d'autres bases. Et ça s'est déjà passé ailleurs, et ça est déjà arrivé par le passé, et ça peut à nouveau arriver dans l'avenir. Et comme je le dis souvent, il y a un petit exercice d'imagination en ce moment qui consiste à se poser la question de savoir comment on pourrait vivre sans pétrole, sans électricité et sans État, qui à mon avis n'est pas du temps perdu. Et j'esquive pas la question sur une candidature unique de la gauche en 2022 et sur François Ruffin. D'abord, François Ruffin fait partie des personnes avec qui j'ai plaisir à échanger sur les questions de politique, parce qu'il fait partie de ceux qui justement ont été réellement percutés, je pense, par la question écologique et par les risques systémiques que ça entraîne, et de manière sincère. Donc ça fournit des choses qui intellectuellement sont assez intéressantes. Et puis sur 2022, moi je vous avoue que j'ai vraiment beaucoup de mal aujourd'hui à avoir une sortie par le haut, quoi. En fait, tout simplement. Enfin, je vois bien que tout le monde commence à s'agiter là pour dire que en gros il faut tout faire pour éviter de se retrouver à nouveau avec le choix impossible entre Macron et Le Pen. Et je ne peux que, évidemment, approuver totalement ça. Et en même temps, franchement, quand je vois encore là le Bronx que ça a été pour les municipales, quoi. Enfin, moi, ça me désespère. La dispersion des voix de gauche, c'est ça que vous évoquez? Mais c'est même pas tant la dispersion que de voir le niveau des polémiques, quoi. Moi, franchement, avoir une bonne confrontation politique sur le fond, j'ai aucun problème avec ça. Mais là, c'est même pas le cas, quoi. C'est vraiment des bisbilles de cours de récré, souvent, quoi. Et franchement, c'est assez désespérant. Donc, moi, honnêtement, si on pouvait, en 2022, avoir une candidature unique de gauche, écolo, éco-socialiste, tout ce que vous voulez, mais je signe des deux mains, évidemment. Plus circonspect sur la capacité de l'ensemble de ces ismes à se regrouper d'ici 2022. J'en vois pas énormément de preuves. Après, je suis pas en train de dire que c'est foutu, et si je peux à un moment donné contribuer à ce que ça le soit pas, je le ferai, sans aucune hésitation. Mais voilà, je me sens pas très confiante quand je regarde la manière dont les choses se passent. Merci beaucoup Corinne Morel-Darleux. Dernier exercice, 5 préjugés. Vous avez 1 minute par préjugé. Préjugé numéro 1, les écologistes ont abandonné la question sociale parce qu'il faut sauver la planète.
Bah, c'est une généralité en tout cas. Les écologistes, déjà, il faudrait préciser de quoi on parle. Et ensuite, je pense que c'est surtout un peu dépassé, que les choses bougent quand même pas mal de ce côté-là et qu'on a maintenant un vrai mouvement climat dans lequel j'intègre beaucoup de militants Europe Écologie Les Verts, pour être clair, qui ne met plus, enfin, qui met sur un pied d'égalité les questions sociales et environnementales. Préjugé numéro 2, les écologistes, c'est juste la légalisation du cannabis pour pouvoir aller fumer des joints peinards au soleil. Vous êtes allés les chercher, vous, vos préjugés, là? Sur Twitter. Ouais, non, mais ça, c'est même pas des préjugés, c'est de la propagande électoraliste, quoi. Enfin, c'est stupide. En fait, c'est forcément de la mauvaise foi, pour le coup, de réduire l'écologie politique à la légalisation du cannabis, qui reste totalement anecdotique par rapport à ce qui est porté et qui est vraiment une manière de détourner l'attention de l'essentiel, il me semble. Préjugé numéro 3, les hommes et les femmes polluent à eux seuls plus la planète que l'ensemble des entreprises et l'industrie du monde. Celui-là, je ne sais pas où vous êtes allé le chercher, parce que je crois que je ne l'ai jamais entendu, quoi. À la limite, l'inverse pourrait peut-être être un préjugé. Ils ne prennent pas assez que les gens de droite penser, sur Twitter. Ouais, ça, sur ouais. Twitter. Mais non, alors là, pour le coup, je vois même pas en fait pourquoi il faudrait. Il est beaucoup dit que l'usage individuel de la voiture, les déchets du quotidien, tout ça ramené à l'échelle planétaire est beaucoup plus polluante que les entreprises et les industries du monde. Mais en fait, c'est stupide, parce que les déchets que produisent les individus, c'est des déchets qui viennent au départ de l'industrie. Enfin, je veux dire, je vois pas comment en fait on peut faire cette distinction-là, et sauf à vouloir effectivement gommer l'aspect classiste de la question écologique, dont on parlait tout à l'heure en matière de confrontation et de remontée aux causes. Mais aujourd'hui, la plupart des gens consomment ce que l'industrie leur fournit, et leur fournit quasiment de gré ou de force en les matraquant de publicité. Donc, Préjugé numéro 4, l'écologie, c'est ni de gauche ni de droite. Celle-là, c'est effectivement, elle revient souvent. Elle revient d'ailleurs avec un petit peu plus de sincérité, je dois le dire, en ce moment. Alors moi, je suis évidemment pas du tout d'accord avec cette affirmation. Et je pense que c'est d'une grande naïveté, en tout cas, de le penser, parce que, enfin, comme on le disait tout à l'heure, on n'est pas tous responsables de la même manière, on n'a pas tous les mêmes leviers. Bon. Donc on ne peut pas faire comme si l'écologie, au nom de l'intérêt planétaire, des conditions de vie sur Terre, allait tout d'un coup gommer toutes les différences et qu'on allait tout d'un coup tous se mettre à ramer dans la même direction, parce qu'on n'a pas tous les mêmes intérêts à ramer en fait. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'elle commence à émerger de manière plus sincère aujourd'hui. Je pense qu'il y a plein de personnes en fait qui le pensent réellement, parce que justement ils ont été récemment percutés par l'état vraiment de dégradation des écosystèmes, et que du coup ça leur paraît tellement affolant et tellement grave que le premier réflexe sincère, partant d'une bonne intention, c'est de se dire mais attendez les gars, en fait ça dépasse tous nos clivages, et là c'est tellement grave qu'il faut vraiment unir nos forces, quoi. Et du coup, c'est très différent quand c'est dit comme ça, où là, je pense qu'il y a vraiment un travail de politisation et d'accompagnement à faire, pas forcément pour convaincre les gens, mais en tout cas pour qu'ils aient en tête les arguments et les contre-arguments qui leur permettent de se faire leur propre opinion. Mais en tout cas, voilà, c'est une tarte à la crème qui parfois est teintée de sincérité. Dernier préjugé, celui-là on est allé le piocher dans le dernier livre qui a été publié au Seuil avec Reporter, l'écologie. Non, est-ce qu'être écologiste, justement, c'est quitter la politique représentative, planter des arbres et faire de l'agroforesterie? Non, je crois pas. Je crois pas. Je crois que... D'abord, moi, je suis quand même très opposée au militantisme sacrificiel, et que je crois qu'il faut que chacun... Prend du plaisir quand on milite. Ouais, aille là où il se sent utile, mais là aussi où il prend plaisir à faire les choses, parce que j'ai vu trop... On a perdu trop de camarades, en fait, à vouloir mettre tout le monde sur le même type d'action, avec les mêmes modalités. Et à titre purement égoïste, moi je trouve ça super qu'il y ait d'autres personnes qui rentrent en politique institutionnelle et qui prennent le relais de ceux qui ont envie de faire autre chose. Donc j'encourage tous les nouveaux venus à participer
à la vie des partis politiques, à se présenter aux élections, etc. Par contre, il faut être lucide sur le fait que ça ne va pas suffire. Et que donc on a besoin effectivement d'une grande variété de modalités. J'en parle aussi dans le bouquin quand je parle d'archipéliser les îlots de résistance. Que, voilà. On vient pas tous des mêmes parcours politiques, des mêmes cultures. On n'a pas tous la même réalité quotidienne. On n'a pas tous la même possibilité d'être confrontés à la répression policière ou judiciaire, par exemple. On n'a pas tous les mêmes envies, voilà, on n'est pas tous câblés pareil, et tant mieux. Et donc, ça fait partie aussi de ce respect de l'individu dans le collectif, que d'accepter qu'il y ait une grande diversité en fait dans les modes d'action et qu'ils soient complémentaires. Ça demande juste peut-être un tout petit peu plus de coordination qu'aujourd'hui, mais on y travaille et je ne désespère pas qu'on y arrive. Merci beaucoup, Corinne Morel-Darlot. Merci.